On reçoit donc Sylvain Baron, donc qui va nous parler de son livre qui s'appelle Révolte. On va vous mettre le lien pour ceux qui veulent le commander. Essai, je cite, essai sur la légitimité et la planification de l'insurrection populaire en France. Donc c'est un petit peu ce qu'on a fait la semaine dernière. Et donc on va pouvoir discuter un peu de son livre parce que son livre, vraiment, moi je vous conseille vraiment de l'acheter pour ceux qui peuvent parce qu'il est, il est vraiment assez révolutionnaire. Bon, il appelle à la révolte et de ce point de vue-là, c'est révolutionnaire, mais sur le fond, toute son analyse, en fait, est très révolutionnaire par rapport à aujourd'hui. Donc, on va lui donner la parole ce soir. Il est avec nous. Je crois qu'il est déjà connecté. Sylvain Baron, donc moi, je le connais depuis très longtemps parce que c'est un activiste de terrain, justement. C'est quelqu'un qui, à la fois, qui réfléchit et qui agit, ce qui n'est pas toujours le cas. Et je vais déjà lui laisser la parole parce que j'imagine que tout le monde ne le connaît pas ou le connaît peut-être à moitié ou aux trois quarts. Et je vais déjà commencer par lui donner la parole pour qu'il nous souhaite une bonne soirée là et qu'il se présente un petit peu à ceux qui ne le connaissent pas. Sylvain, si tu es avec nous, vas-y. Ouais, je te remercie beaucoup, Sébastien. Donc, bonjour à tous et je voulais dire aussi un petit bonjour à Antoine Bates parce que je me souviens aussi de lui qui est venu à plusieurs reprises à nos manifs. Pour me présenter rapidement, je suis Monsieur Tout le Monde qui est un jour tombé comme Monsieur Tout le Monde dans le bouillon de la politique. J'ai fait l'erreur de tomber dedans et j'en suis jamais ressorti. Ça s'est traduit par plusieurs initiatives que je vais décrire un petit peu plus tard, mais donc qui au bout du compte ont été, comment dire, ont valu la rédaction d'un bouquin à la fois pour justement parler de ces initiatives, ces expérimentations, leur donner une cohérence, et les relier à un grand sujet qui est le droit de résistance à oppression, sur lequel très peu ont écrit ou disserté pour au moins nous donner quelques clés de compréhension sur la question philosophique, juridique, constitutionnelle, historique de ce concept et comment l'appliquer aujourd'hui par rapport à ce que nous vivons. La première partie du livre est décrite comme la description d'une tyrannie en exercice à travers un certain nombre de crimes que l'on qualifiera d'abus graves et répétés, qui ont été commis par nos oligarques. Donc, je cite pêle-mêle l'affaire Alstom, ce qui s'est passé en Syrie, ou d'autres affaires comme l'avion d'Evo Morales que l'on a empêché de traverser l'espace aérien français à une certaine époque. Voilà, toutes ces affaires, je les ressors pour les qualifier de crimes. Alors, je ne sais pas si on m'entend bien. Oui, oui, Ouais. on t'entend très bien. On va parler de ces choses-là. Alors, peut-être tu peux dire un petit peu plus sur ton parcours avant ton livre. Bon, tu t'es engagé en politique. Moi, je t'ai connu. Tu avais lancé un journal qui s'appelait Poil à gratter. Ça date déjà. C'était en quelle année? Poil à gratter, ça date déjà de 2013, mine de rien. De 2013. Voilà. Donc, c'était il y a 8 ans. Donc, tu as mené comme ça via un journal à l'époque déjà tout un mouvement d'éducation populaire. Après, tu as continué aussi. Tu as fait partie ce qu'on a appelé les décrocheurs. Je sais pas si tu peux dire un mot sur ça, sur ton parcours avant le livre, avant qu'on vienne sur le livre en tant que tel. Alors, en fait, j'ai commencé à me battre sous l'angle partisan, comme beaucoup de gens qui découvrent la politique. Donc, je suis allé à l'UPR à un moment, mais bon, ça collait pas justement parce que l'UPR n'est pas un parti de militants au sens propre du terme, du moins, on n'a pas pris cette option-là. Ce qui n'est d'ailleurs pas le cas du tout à Solidarité Progrès que je félicite justement pour cette ambition militante. En sortant de ce parti, j'ai commencé réellement à m'attaquer à plusieurs outils. D'abord, développer un journal papier que l'on a distribué dans la rue. Et ça a été une aventure passionnante qui a duré sur plus de 12 numéros. Et effectivement, j'ai ensuite commencé à décrocher des drapeaux européens, à la fois pour l'action symbolique que ce que ça représente. Du point de vue politique, c'est un message fort et c'est assez concret. Ensuite, parce que je suis quelqu'un qui aime bien agacer quand même les oligarques, donc quand je peux les chatouiller sur leurs symboles,
voilà, idéologique, c'est toujours intéressant. Et puis ça permet de faire aussi, d'entretenir un combat judiciaire sur la question de la légalité du drapeau européen sur l'espace français. Voilà, bon, et puis ensuite, il y a eu tout un tas d'autres actions qui ont suivi. Oui, parce que tu es, également assez connu et un petit peu un des pionniers de toutes les manifestations qui continuent. D'ailleurs, je crois même, on se verra demain, puisque tu organises une manifestation là devant les médias, et ça fait quand même pas mal de temps que tu organises justement régulièrement devant les médias, Radio France, BFM, TF1, des manifestations pour exiger le droit à la parole et pouvoir bousculer un petit peu ces médias mainstream, un petit peu, disons, focalisés sur leur nombril. D'ailleurs, on les a vus là au restaurant, là, ils se sont fait attraper, les gens de BFM, là, qui donnent des leçons toute la journée et qui se retrouvent dans les restaurants clandestins. Donc ça, c'est quelque chose que tu fais depuis pas mal de temps aussi. Tout à fait, et je pense que n'importe quel militant de Solidarité et Progrès ne peut que constater la très grosse difficulté avec nos médias, pour le moins publics, parce qu'à la rigueur, les médias privés font bien ce qu'ils veulent, mais nos médias publics, c'est quand même avec nos impôts qu'on paye ça, et tout citoyen est en droit d'attendre de nos médias publics qu'ils s'assurent que la diversité des opinions soit bien représentée. Ce qui n'est pas le cas, il y a une censure réelle. Et quand on ne parle pas de censure, ce sera des campagnes de diffamation réelles, hein, des quelques marginalités politiques selon leur point de vue qui peuvent exister. Donc, il faut se battre en fait contre eux. Il faut arrêter de tendre la main, de dire non, on va composer avec les journalistes, etc. Il y a un problème. Il faut absolument engager un rapport de force, ne serait-ce que psychologique. Notre seul rapport de force à nous, citoyens, c'est la masse. Ça ne veut pas dire tout casser, ça ne veut pas dire faire des choses stupides, mais simplement démontrer que déjà on est nombreux. Donc face aux médias, c'est difficile pour eux d'ignorer ce qui se passe, vu qu'il y aura toujours des journalistes dans les bureaux qui constateront notre progression. On est toujours de plus en plus nombreux. Et puis engager ce rapport de force simplement en disant un jour ça va vous dépasser et le nombre pourrait vous provoquer quelques problèmes si vous continuez de pratiquer des manœuvres qui sont de claires atteintes à la démocratie. Voilà pourquoi on se bat contre les médias tous les premiers samedis du mois. Super. Donc, tu confirmes il y en a bien une demain à partir de 12h30. Donc, rendez-vous devant la Radio France, c'est ça? Tout à fait. Voilà. Rendez-vous est bien fixé devant Radio France à partir de 12h30, où nous marcherons enfin, jusqu'à TF1, puis CNews, puis jusqu'au siège de BFM et enfin France Télévisions. On marquera une pause à peu près de 15 minutes devant chacun des médias. D'accord. Excellent. Alors, on va te poser deux, trois questions sur ton livre. Après, on ouvrira le dialogue avec tous les gens qui sont connectés. Mais je dois avouer que ce qui est passionnant dans ton livre, c'est que quand tu le lis, en fait, à la fin, tu te dis, mais merde, je suis dans l'illégalité parce que je ne suis pas en train de m'insurger contre mon gouvernement. Et je trouve ça retombe complètement la notion de légalité et légitimité. Et quand en fait, tu nous expliques à travers tout ton livre, le code pénal, le code civil, la haute trahison, on va y revenir, finalement, on se retrouve un peu piégé, on se dit, mais enfin, voilà, je suis dans l'illégalité aujourd'hui, moi, en tant que citoyen, parce que je ne suis pas en train de m'insurger contre justement cet État qui est en train de réaliser devant mes yeux un crime de haute trahison. Et je te cite dans l'introduction, tu dis clairement que le but de ton livre, c'est de faire un état des lieux sur les aliénations d'un État de droit, la France, hein, la décomposition de son système social et politique, et de mettre en évidence l'inféodation de son appareil politico-médiatique à des intérêts privés ou étrangers, caractérisant ainsi notre sentiment justifié de déliquescence de l'État. Donc ça, c'est l'objectif de ton livre. Et ce qui est très intéressant, t'en parler rapidement dans la première partie, c'est que tu prends toute une série d'exemples en montrant ce qu'ont fait Nicolas Sarkozy en Libye, François Hollande en Syrie avec Fabius, Emmanuel Macron avec Alstom, l'affaire Assange dont tu parlais, on a invité sur ce Discord Victor Dodage qui défend Assange en France, et tu montres comment d'un point de vue justement du droit, c'est-à-dire vraiment de notre constitution, de notre héritage constitutionnel, de notre code pénal historique, en fait, nos dirigeants ont clairement
trahit donc les intérêts fondamentaux de la nation. Et tu cites en préambule de ton livre donc le fameux article 401-15 du Code pénal, que je me permets de resituer ici pour ceux qui ne l'ont jamais lu, qui est le fait, je cite, d'entretenir des intelligences avec une puissance étrangère, avec une entreprise ou une organisation étrangère ou sous contrôle étranger ou leurs agents, lorsqu'il est de nature à porter atteinte aux intérêts fondamentaux de la nation. Et cela est puni de 10 ans d'emprisonnement et 150 000 euros d'amende, ce qui est plutôt léger. Donc là, et tu montres à partir de ce code pénal, finalement, comment l'État français, depuis des décennies, hein, finalement, même si tu prends que quelques exemples très parlants, s'est rendu coupable de ce crime de haute trahison. Alors, je ne sais pas si tu veux choisir un exemple précis, soit Alstom, soit Morales, soit la Syrie, enfin un exemple que tu as bien en tête, soit l'Ukraine, tous les exemples que tu développes dans ton livre pour un peu nous expliquer comment tu vois cette question que, en fait, aujourd'hui, si on ne rentre pas dans l'insurrection, quelque part, on est dans l'illégalité d'un point de vue d'un citoyen. Alors, mon premier point, déjà, je rectifie juste une petite erreur. Il s'agit de l'article 405 du Code pénal sur les intelligences avec des puissances étrangères. Bon, c'est pas bien grave. Ensuite, oui, j'évoque quelque chose qui a toujours été retenu dans la philosophie du droit et qui est même resté encore dans le droit constitutionnel. Je pense notamment à la Constitution grecque, où le droit de résistance est aussi considéré comme un devoir. Et c'est un devoir patriotique, c'est un devoir civique, c'est un devoir de toute façon humain que de se prémunir d'un avenir qui sombre de plus en plus vers une tyrannie, ne serait-ce que pour ses enfants. Donc oui, nous avons l'obligation de résister, au moins une obligation ne serait-ce que morale. Du reste, oui, le parti pris, c'est ça. C'est donc de commencer par dire qu'est-ce qui distingue une tyrannie d'une finalement autorité politique qui est tout à fait légitime, parce qu'on peut ne pas être d'accord avec une autorité politique élue, légalement du moins, sans pour autant que ça puisse valoir sa destitution. C'est là où il y a vraiment une dimension éthique que j'ai voulu relever. Et je me suis dit que la meilleure façon de finalement définir en droit, réellement, de savoir ce que c'est que la tyrannie, l'état de tyrannie, ben, l'état de tyrannie, c'est tout simplement quand les lois sont violées par le gouvernement. C'est aussi simple que ça. Si nos lois pénales, constitutionnelles ou le droit international public euh, ne sont plus des règles qui ont un quelconque sens, une quelconque valeur, et que l'on peut se permettre de les violer impunément, dans ce cadre-là, il est tout à fait légitime pour le peuple que de dire nous ne voulons pas garder des gens qui se comportent comme des voyous, comme des criminels. Si ce sont juste des considérations strictement politiques, où malheureusement, bah, il y a eu un choix populaire qui était porté sur telle ou telle option politique incarnée par telle personne, donc on a perdu, c'est pas nos idéaux qui ont gagné, bah, ça n'est pas une justification pour renverser un gouvernement. C'est donc un peu l'objet du livre déjà sur le plan strictement philosophique, qui était justement de dire il faut distinguer ce qu'est une tyrannie et un gouvernement légitime avec lequel on n'est tout simplement pas d'accord politiquement. Parce il y a vraiment une dimension d'éthique qui me paraît essentielle. Donc, j'illustre avec tout un tas d'affaires sur à partir du mandat Sarkozy jusqu'à aujourd'hui, parce qu'il fallait quand même bien sélectionner une période, ou notamment pour ce qui concerne Macron, on pourrait tout à fait dire que l'affaire Alstom, autant que l'affaire syrienne, c'est-à-dire lorsqu'il a envoyé des missiles sur la Syrie, que je me souviens bien, en avril 2019, ou bien C'est d'autres affaires, en 2018 fait. hein, dans ton livre. 2018, ouais, autant pour Ouais, moi. ouais, ouais. Bon, voilà, tout ça, ça relève du droit pénal ou du droit international, où de toute façon le droit constitutionnel est toujours violé. On a toujours un moyen d'aborder ces affaires-là. Et ça, de Macron jusqu'à Hollande, Sarkozy, on pourrait remonter encore. Donc la question étant, c'est de se dire, bon, ok, il y a eu des crimes de commis, nos institutions judiciaires sont impuissantes à faire quoi que ce soit. Visiblement, il n'y a pas de contre-pouvoir médiatique réel. Manifestement, le pouvoir parlementaire est tout aussi aplati. Donc il ne reste que le nôtre.
À partir de là, on peut commencer à imaginer des méthodologies tactiques, on va dire, pour générer une crise politique, pour fragiliser le gouvernement. En clair, le but du Mmh. jeu, c'est de commencer à attaquer la légitimité du gouvernement publiquement et l'attaquer tant et si bien qu'au bout d'un moment, on a une réelle crise politique parce que simplement, ça marche. Mmh. Alors c'est intéressant parce que sur cette affaire de Macron, tu dis que la France a ratifié en effet l'article 2 de la charte de l'ONU, bon, très célèbre du 24 octobre 1945, qui dit que tous les États membres des Nations Unies doivent régler leurs différends internationaux par des moyens pacifiques, par la paix, la sécurité, la diplomatie, etc. Et que les membres justement doivent s'abstenir de régler les conflits par la force. Et donc, c'est dans ce cadre-là que tu cibles en fait l'attaque d'Emmanuel Macron, mais aussi celle de Sarkozy sur la Libye ou de Hollande sur la Syrie, comme un acte, quelque part, de haute trahison, où l'État français, en l'occurrence le président de la République, et en l'occurrence Emmanuel Macron dans ce cas précis, utilise les moyens de l'État pour aller détruire et donc tuer d'autres êtres humains, en fait, pour dire les choses clairement, sur la base d'une idéologie et plus sur la base des traités qu'il a ratifiés dans le cadre de la charte de l'ONU. Donc c'est ça aussi qui est très important, c'est que tu montres bien dans ton livre que finalement toutes les actions militaires qui ont été menées depuis, on peut dire même depuis Mitterrand, le Rwanda, on connaît tout ça, sont des actes finalement de haute trahison dans le sens où elles brisent les traités qu'on a ratifiés en tant qu'État, en fait. Oui, non seulement il y a donc l'article 2 de la charte de l'ONU, il y a aussi tout simplement dans le droit constitutionnel, en fait, dans notre bloc de constitutionnalité, Mmh. il y a donc notre constitution, mais il y a aussi la Déclaration des droits de l'homme, il y a aussi la charte de l'environnement, et il y a enfin le préambule de la Constitution de 1946, de la quatrième République en clair. Mmh. Et dans ce préambule, il y a un article qui est le 14, enfin l'alinéa 14 de préambule de cette Constitution, qui dit que la France interdit de commettre des ingérences militaires dans des pays qui nous ont rien fait, très clairement. Et il y a aussi un traité que la France a ratifié qui est un petit peu moins connu, qui s'appelle les Statuts de Rome sur la Cour pénale internationale, qui dans son Mmh. article 8 bis qualifie très explicitement le fait d'agresser un État tiers qui ne nous a rien fait et qui appelle cela un crime d'agression. Donc en fait, Mmh. on a malheureusement pas du droit pénal français pour justement qualifier ces crimes-là et les donner des peines. Par contre, du point de vue du droit international public, on a des angles d'attaque qui sont très intéressants et il faut se faire feu de tout bois, tout simplement, utiliser toutes les lois qui sont en notre faveur et qui sont reconnues par la France. Oui, d'ailleurs, c'est intéressant, tu reviens sur, en particulier, René Cassin. Je sais pas si les gens connaissent, enfin, c'est un résistant, quelqu'un qui a fait la Première Guerre mondiale, qui a participé à la création de la Société des Nations entre les deux guerres, qui a rejoint De Gaulle dès le 17 juin 40, en fait, un grand résistant, et qui a participé justement à la création de la charte de l'ONU après-guerre, et qui lui, justement, avait donné quelque part les outils, même dans cette charte à l'époque, d'un droit, finalement, un droit des peuples à se lever finalement et à faire tomber des gouvernements illégitimes. Tout à fait. C'est le seul prix Nobel de la paix français Mmh. qui a donc beaucoup aidé De Gaulle dans sa reconquête sur le plan juridique, parce que c'est d'abord un juriste. Et c'est à mon sens aussi le rédacteur du meilleur texte sur le droit de résistance, de sa meilleure définition juridique, qui malheureusement n'a pas été retenu dans l'avant-projet Ouais. de la charte de l'ONU. Mais Mmh. j'ai pu le déterrer quelque part sur une discussion constitutionnelle qu'avaient les Suisses entre eux. C'est grâce à nos amis suisses que j'ai retrouvé ce texte-là qui avait disparu. Et Oui, je l'ai ramené. d'ailleurs, ce que tu dis qui est très drôle, c'est que c'est l'ambassadrice américaine, je crois, aux Nations Unies, qui considère la Charte des Nations Unies comme une lettre au Père Noël. Ça, c'est Tout assez à drôle. fait.
Donc, je sais pas si tu veux en dire plus un petit peu sur si on prend un cas précis. Ah, ça a coupé là? Ah non. Allô? Non, 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 non. Non, non, Je d'accord, Non, continue. non, pardon. tout va bien. Ok. Non, si, je sais pas si tu veux, parce que en fait, si tu veux prendre un cas précis, par exemple, parce que ici, on a reçu Victor Dedache par rapport au cas Assange, parce que tu consacres un chapitre un petit peu à Evo Morales et toute cette affaire où justement François Hollande et d'autres pays européens d'ailleurs ont interdit le survol du territoire en toute connaissance de cause, en pensant que à l'époque, ah non, c'était pas Assange, c'était l'affaire Snowden, ça, pardon. Je mélange les deux. C'était Snowden, non? Tout à fait. Oui, c'était l'affaire. Oui, C'est bien l'affaire Snowden. oui, c'était Snowden. Je sais pas si tu veux dire un mot là-dessus par rapport à. Oui, alors attends. L'affaire Snowden est pour moi l'une des plus révoltantes qu'on ait pu connaître, puisque finalement, Hmm. nous avons un lanceur d'alerte américain qui communique des informations sur le fait que nous sommes espionnés par la NSA. Ça, c'était pas réellement une découverte en réalité. Et en fait, grâce à Snowden, d'ailleurs, on va surtout réactualiser des informations qui étaient passées en catimini sur le fait que Sarkozy avait rentré la France dans un protocole d'échange de renseignements qui nous mettait en fait d'une certaine façon déjà en état de soumission par rapport aux États-Unis, par rapport à des données que l'on pouvait collecter ou consulter. Et donc Snowden qui prévient la France qu'il y a quand même des graves difficultés. Nos télécommunications les plus sensibles sont espionnées, que ce soit au niveau des chefs d'État ou d'autres personnalités, notamment dans le monde économique. Et personne ne réagit. Mais par contre, on cherche à lui causer tous les embêtements. Et alors qu'on devrait pouvoir l'écouter, on aurait dû lui accorder l'asile politique et dire bon bah Monsieur Snowden, ce que vous avez appris nous intéresse très sérieusement. Il y a quelques vulnérabilités manifestement sur nos moyens de télécommunication et puis d'autres vulnérabilités qui existent. Comment y circonvenir avec les connaissances que vous avez? Bah non, au lieu de faire ça, on va aider les États-Unis à traquer Edward Snowden et notamment on va soupçonner enfin les États-Unis vont soupçonner qu'Edward Snowden à un moment se retrouve dans l'avion du président de la Bolivie de l'époque, donc Evo Morales, qui était parti en visite en Russie pour une histoire de contrat sur du pétrole. Et donc on va bloquer cet avion qui est une ambassade volante, qui est soumis quand même à un certain nombre de règles de traité que nous n'avons aucune raison de violer. Là, nous ne sommes pas fâchés avec la Bolivie. Cet avion, on va l'empêcher de traverser l'espace aérien français. Et on va devoir engager nos moyens militaires parce que quand on empêche un avion de traverser notre espace aérien, il y a un certain nombre de mesures qui sont prises dans ces cas-là et qui supposent l'usage de nos moyens militaires. Mais pour qui au final? Est-ce que c'est dans l'intérêt de la France ou dans l'intérêt d'une puissance étrangère qui nous est manifestement hostile elle nous espionne? Donc ça relève de l'article 411 2 et 5 du Code pénal de mémoire. Et c'est ce que j'explique, que nous avons bien des traîtres qui sont en train d'agir à la tête de l'État pour le compte d'intérêts étrangers et clairement prédateurs. Il fallait l'expliquer justement à travers ce genre d'affaires qui n'est pas la seule qui le témoigne, mais qui permet au moins de mettre un pied dans le crime de trahison, qui, contrairement à ce que disent beaucoup de Français qui répètent à tue-tête des balivernes entendus, non, le crime de trahison n'a jamais été aboli. Il a certes été retiré de l'article 68 de la Constitution, parce que c'était gênant de le voir, de le faire apparaître, donc voilà comment l'a pensé M. Sarkozy en 2008. Mais dans le Code pénal, la trahison est bel et bien reconnue. Elle est qualifiée par l'article 411.1 du Code pénal et pas moins de 12 articles qui lui succèdent qualifient les différentes formes de trahison, qui sont des atteintes aux intérêts fondamentaux de la nation. Et la plus grave des atteintes, c'est quand même 30 ans de prison. Je ne sais pas si on m'a Oui, entendu. non. Non, non, c'est un très bon exemple. Et en plus,
l'article 410, donc 410-1 du Code pénal, hein, c'est ça les intérêts fondamentaux de la nation que tu citais. Il y a aussi la sécurité des citoyens, et on l'a vu justement que dans un des chapitres que tu développes, et vraiment je conseille aux gens de lire sur toute l'affaire syrienne, où on avait notre cher ministre, Monsieur Fabius, en train de soutenir le front Al-Nusra, c'est-à-dire des terroristes, disant publiquement dans un article tout à fait public d'un grand journal qu'il faisait du bon boulot parce qu'on voulait faire tomber Bachar el-Assad, qu'on a soutenu, financé, même Hollande a avoué avoir donné 7 millions, je crois que c'était 7 millions le chiffre que tu cites, au Conseil national de transition syrienne, et que c'est tous ces terroristes qui ont été alimentés, et que c'est ce terrorisme-là qui est ensuite venu, et en 2015, finalement, a créé les terribles attentats en France du Bataclan, de Saint-Denis, etc. Tu montres comment, finalement, il y a aussi là un crime de haute trahison, dans le sens où, comme l'intérêt supérieur des États, c'est de protéger la sécurité des gens, là encore en finançant le terrorisme, là encore en faisant de l'ingérence, en allant bombarder des pays entiers avec notre appareil militaro-industriel, eh ben, on génère même la propre insécurité finalement de nos concitoyens, comme on l'a vu jusqu'à encore récemment avec Samuel Paty et bien d'autres affaires, quoi. Tout à fait. Et c'est même pour moi ce qui est le plus révoltant, d'abord à titre de. Je considère que c'est un honneur d'être citoyen de son pays, d'être français pour le coup, et qu'on a une culture justement politique qui nous impose de ne pas sombrer dans des crimes de guerre, tout simplement parce que le simple fait de penser que mon argent, mes impôts, aillent financer des campagnes de bombardement, du financement de terroristes dans des pays étrangers, c'est inadmissible. Ce sont des réelles souffrances qu'il y a derrière, ce sont des vraies morts, c'est vraiment du sang qui coule, et pas que dans les pays concernés, mais aussi notre propre pays. Et rien que pour ça, ça nous donne raison de devoir nous révolter, enfin de nous révolter. La question, en fait, c'est pas tant d'énumérer toutes les atteintes parce que tout le monde en Mmh. est conscient. Ouais. Tout le monde n'est pas conscient, par contre, que ce sont bien des crimes et non pas des décisions politiques. Et cette distinction, c'est ce que je cherche à faire opérer dans l'esprit des gens dans la première partie du livre. Mais ce qui est le plus important, en fait, c'est comment on se démerde pour résister de façon intelligente, c'est-à-dire qu'est-ce qui peut créer une crise politique, qu'est-ce qui crée une crise de régime, qu'est-ce qui met en fait en état de fragilité un gouvernement au pouvoir. En fait, il n'y a pas tant d'actions que ça qui peuvent réussir ça, parce que ce sont nécessairement des actions très ciblées contre le gouvernement. Et c'est ce que j'essaie de décrire, surtout dans la troisième partie du livre, qui devient pour le coup un vrai manuel de résistance, et non plus un essai pour décrire d'une part la tyrannie française, ou un essai pour expliquer ce que c'est que le droit de résistance au sens historique, philosophique et juridique du terme. Mmh. Et donc, ce qui est intéressant, c'est que justement, le premier chapitre montre bien la légitimité de s'insurger d'un point de vue même de notre propre droit constitutionnel. Après, en effet, dans le deuxième chapitre, je rassure les gens qui nous écoutent, hein, tu donnes vraiment tous les moyens possibles et inimaginables, l'infiltration, le décrochage des drapeaux, l'envoi de mails. Enfin, tu as tout un arsenal finalement d'options, voilà, pour ça. Donc, je sais pas si tu veux en parler un peu, sans peut-être rentrer dans tous les détails, mais je pense que c'est ça aussi le cœur de ton livre, c'est d'organiser une résistance légitime. Si je me permets juste, Seb, Oui. je rappelle juste que vous pouvez poser vos questions dans le chat conférence, Ah oui. le salon textuel qui est juste au-dessus, là, pour ceux qui ne sauraient pas. Vous les posez à l'écrit et puis on vous donnera la parole après. Ouais. Juste ça. Ouais, non, Alors, excuse-moi, parce que là, on partait en discussion. Donc, vas-y, Sylvain, si tu veux dire quelque chose sur ces outils de résistance que, comme nous, je le disais au début, hein, la journée d'action qu'on a fait dans toute la France, ne serait-ce que déjà de donner un tract à la population, lui expliquer en quelques mots ce qui se passe au sommet de Davos, etc. Comment tout ça participe finalement de ce que tu appelais, comment on crée la crise d'un régime, en fait, où on le déstabilise. alors, je vais surtout évoquer leur cohérence stratégique plutôt que de développer tous les moyens tactiques qui sont évoqués dans le bouquin. L'un des moyens tactiques, c'est justement ce qui va se passer demain, aller manifester au devant des grands médias. Mais ça n'est qu'un parmi tant d'autres. Le décrochage des drapeaux européens, c'en est qu'un parmi tant d'autres. Et j'évoque aussi les tribunaux populaires, dont je parlerai peut-être un petit peu. En fait, les questions tactiques
s'inscrivent dans une stratégie globale. La première étant pour tous les révolutionnaires, d'arrêter de chercher à convaincre la population. C'est malheureux à dire, mais ça ne sert à rien, on perd un temps fou avec ça. Nous avons déjà des réseaux de milliers de personnes qui sont déjà convaincues et c'est suffisant pour faire une révolution. Donc c'est déjà s'appuyer sur nos propres réseaux et perdre plus de temps à les solidifier, à créer des synergies nécessaires pour qu'on se batte tous ensemble. Et voilà, plutôt que de perdre du temps à essayer de convaincre une population qui est largement apathique et qui sera suivie de toute façon quoi qu'il se passe en France. Le deuxième pilier, c'est de dire nous sommes là pour défoncer clairement l'oligarchie, nous sommes dans un rapport de force accepté, et donc il faut absolument attaquer sa légitimité. Donc sa légitimité, on l'attaque évidemment sur le terrain du droit, comme j'expliquais, à travers les crimes qu'elle a commis. On dit ces personnes-là ne sont plus aptes à gouverner le pays parce que tout simplement leur place est en prison. Donc il y a des moyens tactiques pour le faire. Il suffit déjà de le faire entendre sous l'angle médiatique. Donc il faut reprendre le contrôle des médias par rapport de force gagné. Et j'entends bien par rapport de force, non pas une dimension les fourches et les piques, nous allons faire gicler le sang, mais bien un rapport de force qui est pacifique, mais tout à fait implacable. Donc les grandes masses qui sont devant des médias, qui sont là tous les jours à raison de 10 000 personnes, par exemple, tout autour d'un média, quand bien même elles seraient pacifiques, auraient un pouvoir d'influence absolument terrible, significatif en tout cas. De la même façon que faire organiser des tribunaux populaires où on procède au jugement d'Emmanuel Macron sur un certain nombre d'affaires, donc là pour l'instant c'est Emmanuel Macron, mais sur l'affaire Alstom ou sur l'affaire syrienne ou sur l'affaire des crimes qui ont été commis sur les Gilets jaunes ou encore sur ce qui se passe actuellement avec la gestion calamiteuse du Covid, si on met tout ça dans des procès publics qui sont joués devant la population, qui n'ont pas du tout de pouvoir contraignant, ça reste des pièces de théâtre, mais ce sont des vrais procès qui ont une charge, enfin voilà, dont les réquisitions sont écrites tout à fait honnêtement, de la même façon que la plaidoirie de défense est rédigée aussi de façon tout à fait honnête. Le but, c'est de laisser les gens en conscience décider de la question, pencher ça. Donc, ce sont en fait des moyens d'attaquer la légitimité de l'oligarchie. Il y a une autre passerelle qui est une constante en fait dans toutes les révolutions que l'on a pu voir, on va dire, les 2 derniers siècles, c'est qu'il y a toujours le support à un moment ou à un autre des corps régaliens de la nation et en particulier des armées. Donc les révolutionnaires sont censés chercher la reconnaissance ou du moins le soutien passif ou proactif des militaires parce que lorsque le gouvernement légal a une difficulté s'agissant de la loyauté des armées, il n'est plus en situation de gouverner. Le véritable commandement, c'est celui des armes. Ça n'a jamais été le pouvoir politique en lui-même. Enfin, un autre détail qui est assez récurrent dans les moments révolutionnaires, c'est que les insurgés se cherchent souvent de la reconnaissance internationale, ce qui signifie reconstruire des proto-institutions diplomatiques et pour le moins disposer d'émissaires qui viennent chercher de la reconnaissance internationale avec des pays étrangers. Voilà à peu près dans quelle cohérence on s'installe. Il s'agit en fait de dire nous sommes prêts à gouverner, nous créons nos autorités politiques pour nous représenter devant un certain nombre d'institutions et discuter avec le peuple. Et de l'autre côté, nous cherchons à sensibiliser les corps régaliens de la nation pour les avoir avec nous. D'un autre côté, nous cherchons de la reconnaissance internationale. D'un autre côté, nous démolissons totalement la légitimité à gouverner de notre représentation politique. Nous ne négocions plus le poids de nos chaînes avec celle-ci. Nous ne discutons plus de rien avec celle-ci. Nous ne demandons plus rien à celle-ci. Nous sommes là pour l'évincer. Et s'il faut reprendre le contrôle d'un certain nombre d'institutions stratégiques, nous faisons en sorte de faire masse là où c'est nécessaire. C'est un peu dans cette ligne stratégique qu'une révolution s'inscrit. Excellent. Alors, je sais, on nous avait donné 20 minutes, Sylvain, mais je vois que ça fait une demi-heure. Donc, je ne sais pas, on peut prendre peut-être si les gens veulent intervenir directement, hein, tout simplement. C'est un peu le principe du Discord, de toute façon. S'il y a des gens qui veulent intervenir directement et poser une question donc à Sylvain, qui, je rappelle, hein, on parle de son livre Révolte, et c'est sur la légitimité et la planification de l'insurrection populaire en France, et dans lequel il nous prouve donc que ce serait illégal et illégitime de ne pas se révolter aujourd'hui.
Donc, je ne sais pas s'il y a des gens qui veulent intervenir Il faudrait directement. que, il faudrait que les gens se signalent sur le forum textuel parce que sinon, enfin, par Ah, défaut, le salon, tous les gens leur micro muet. Donc à d'accord. moins qu'on Tous réouvre les tous les gens, donc, micros, voilà, les mais gens sinon qui veulent c'est le prendre plus la simple. parole, donc ils peuvent envoyer un message dans le chat, hein, donc. On va leur donner, il y a une question qui est venue. Est-ce que déjà, Sylvain, tu sais si le crime de haute trahison a déjà été appliqué en France? Oui, complètement même. Ah, D'abord, commençons d'abord par le moment où on s'en rappelle le mieux. Quand Laval et Pétain ont été jugés, ils ont été jugés justement pour les crimes de trahison, au sens des articles du Code pénal que j'ai mentionnés, sauf que leur codification n'était pas tout à fait la même à l'époque. mhm, La numérotation, en fait, a changé aujourd'hui, mais c'est toujours les mêmes articles de loi. Les articles portant sur la trahison datent de Napoléon Bonaparte, hein, donc ce sont des articles très anciens. Et il y a eu des affaires plus récentes, notamment un général qui était en poste en Italie, qui a été accusé de trahison, d'avoir livré des informations à la Russie, pour le coup. C'est une affaire, malheureusement, sur laquelle j'ai pas eu plus d'informations, mais qui a été condamné pour ça. Donc, mhm, il y a la trahison est toujours quelque chose qui est évoqué, mais avec énormément de prudence, parce que, sans doute, c'est plutôt des gens qui sont dans des fonctions d'État supérieures qui peuvent trahir difficilement des simples civils qui font des crimes de droit commun tout au plus. mhm. Oui, Parce d'ailleurs, que tu juste, ouais. mentionnes. Oui, vas-y, pardon, Non, parce que excuse-moi. j'avais une question par rapport à ça, c'est qui est censé déclencher le mécanisme juridique en fait? Comment ça se passe? Alors, en fait, dans notre, bon, moi j'ai un gros souci, je suis quelqu'un qui communique peu, et à la base, c'est ce qu'on a besoin, c'est de gens qui communiquent et qui font vraiment ce boulot-là. Parce qu'on a besoin en fait d'avoir les services des avocats à la fois pour faire des procédures réelles, donc bien solliciter un certain nombre d'instances juridiques, qu'elles soient nationales ou extranationales. Je pense notamment à la Cour européenne des droits de l'homme, qui peuvent nous permettre justement de quand même déjà s'assurer que sur le plan légal et réel, il y ait des procédures en route. Ça coûte rien, ça fait chier. Enfin, ça coûte un peu de sous, mais en tout cas, ça fait chier quoi qu'il arrive l'oligarchie parce que les procédures réelles sont intentées. Et de l'autre côté, on a besoin des avocats pour fournir les écritures qui soient rigoureuses sur les procès dont je parlais, les procès publics que l'on veut monter, qui sont donc organisés directement par des citoyens en local, hein, dans des salles municipales. Vous annoncez que voilà, dans 15 jours se tiendra le procès d'Emmanuel Macron sur l'affaire Alstom. Et les textes peuvent être lus par des citoyens, les textes en eux-mêmes qui se chargent des réquisitions comme de la plaidoirie de défense doivent être rédigées par des avocats. La meilleure façon d'avoir leur soutien, c'est de ne pas perdre de temps avec le bénévolat et de dire nous pouvons les payer pour avoir les écritures comme les procédures de mener de leur initiative. Actuellement, je suis en contact avec un certain nombre d'avocats qui m'aident bénévolement, mais donc avec toutes les limites que ça pose sur la célérité, on va dire, de leur action, parce que moi j'ai besoin que ça avance vite. Il y a un calendrier, il y a un agenda. Tout le monde sait bien que 2022 se profile et que quelque part on a besoin un petit peu de secouer le cocotier. Donc voilà, si je communiquais un peu plus, ou si du moins j'arrive à vendre ce livre autant que je l'espère et faire vraiment un peu d'argent, bah, je payerai des avocats tout simplement pour m'assurer que, pas seulement sur l'affaire Alstom, mais sur des tas d'autres affaires et vis-à-vis de tout un tas de personnalités, les procès populaires puissent réellement se monter partout en France pour que les Français puissent prendre conscience, d'une part, bah, justement des crimes qui sont commis, des crimes d'État qui ne connaissaient pas parce que tout simplement, en fait, personne ne connaît les lois de ce pays. On n'est pas éduqué à notre constitution, pas plus qu'aux lois pénales qui protègent nos intérêts fondamentaux. Et d'un mhm. autre côté, arrive justement à faire cette distinction entre le fait enfin, comprennent ce que c'est qu'une vigilance politique réelle, une vigilance civique sur sa représentation en disant attention, il y a des choses qui ne sont pas des décisions politiques à proprement parler, mais qui sont bien des atteintes très claires, non seulement à la morale, à nos intérêts fondamentaux, mais même aux droits. Et ça, Mhm. c'est important quand même de rétablir ça dans les esprits, parce que c'est ce qui va peut-être enfin, je pense que ça nous aidera de toute façon. Le simple fait de le faire devant la presse, vous imaginez bien,
si un jury populaire vote la culpabilité d'Emmanuel Macron à l'aune d'un procès public sur l'affaire Alstom qui a été joué dans une commune, la presse a été invitée. Imaginez simplement le tohu-bohu médiatique que cela suscite en termes voilà, d'accusations sur Macron. Hmm. Alors là, Ainsi, on en voit fait, qu'il y a des questions qui arrivent, hein. Les procès Bolloré et Sarkozy sont-ils le signe d'un réveil, d'une forme de révolte ou une volonté d'indépendance de la justice? Qu'est-ce que tu en penses, Sylvain, par rapport aux affaires là, récentes de Bolloré et Sarkozy, si tu as suivi un peu la chose? bon, l'institution judiciaire, elle a plusieurs problèmes. D'abord des problèmes humains et de personnel avec un certain nombre de magistrats, et malheureusement ils sont nombreux, qui sont soit clairement dans des conflits d'intérêts réels, que ce soit politiques ou idéologiques ou peu importe, soit au contraire très obéissants de la légalité des choses. Et la légalité ne signifie pas la moralité nécessairement. Enfin voilà, ce sont des gens qui ne se révoltent pas. D'ailleurs, durant la Seconde Guerre mondiale, il n'y a pas eu beaucoup de magistrats qui se sont soulevés. Il n'y en a eu qu'un seul, en fait, qui n'a pas voulu suivre les ordres du régime de Vichy. Donc aujourd'hui, c'est pareil, c'est les mêmes difficultés. Et puis l'institution judiciaire n'a pas non plus de pouvoir de s'auto-saisir à proprement parler. Hmm. Donc, elle est assez impuissante, elle est incapable de traiter des dossiers rapidement de toute façon. Ce que l'on constate actuellement avec un certain nombre d'affaires sur Sarkozy, euh, moi j'y vois possiblement des manœuvres politiques, parce que des échéances, hein, enfin, il y a un agenda Hmm. qui nous fait arriver à 2022, et si celui-ci avait quelques ambitions, c'est toujours amusant de le calmer au bon moment. Euh, Comme ça peut être aussi le fait qu'il y a tout simplement des juges intègres qui en ont effectivement assez de ces crimes commis par une représentation. Je ferais quand même remarquer que les crimes de sang qui ont été commis par Sarkozy en Libye, ce sont des vrais crimes, hein. Ce sont des crimes Sont bien contre plus grave l'humanité. que ça. Oui, oui. Voilà. Et ça n'a pas été mis en jugement. Donc ça permet aussi de se dire, qu'est-ce qui intéresse la justice? Des petites affaires de malversation financière ou est-ce que ce sont des crimes de sang? Hmm. Logiquement, notre conscience à tous, morale en tant que citoyens, si nous étions tous magistrats en capacité de déclencher une enquête d'une façon ou d'une autre, je pense que nous commencerions d'abord pour les histoires de sang. Oui, tout à fait d'accord. D'ailleurs, je rappelle quand même que c'est le parquet, le PNF, hein, le parquet national financier, qui avait jugé Fillon en 3 semaines, hein, quasiment au moment de la campagne présidentielle, pour, disons, dérouler un tapis rouge à notre président actuel, on va dire. Donc, ils ont été très, très rapides à ce moment-là. Donc, Tout à fait. alors, je ne sais pas s'il y a d'autres gens qui veulent prendre la parole. On nous demande Alors, 93 francs, est-ce que tu veux prendre la parole? On t'a donné la parole, 93 francs, est-ce que tu es là? Oui, je suis là, vous m'entendez? Oui, on t'entend. Alors, apparemment, tu avais posé des questions dans le chat, si tu veux poser directement, à la limite. Oui, oui, on m'a répondu qu'il y avait une prochaine action le 13 mars. Je suis au courant puisque je suis au MCP pour cette action qui envers les militaires. Alors, Mais le MCP, tu peux expliquer ce que c'est pour ceux qui ne connaîtraient pas, s'il te plaît? bah, j'en sais pas trop. J'ai pas trop regardé le programme parce que je suis encore sur l'action précédente envers les D'accord. maires. On a remis une lettre aux maires de France dans la localité où on s'est trouvé. Mhm. Et selon le nombre de maillets, toutes les villes concernées, et après l'affichage des lettres sur dans les points d'affichage permis. Mhm. Et puis certains ont réussi à voir le maire directement, à lui rendre visite, mais ça c'est plutôt dans les petites communes. Moi, en Mhm. région parisienne, il y a des grandes villes, c'est beaucoup moins simple. Mais voilà. Donc la prochaine action envers les militaires, mais je m'y préparerai. Au moment venu, on n'est pas très loin, voilà. D'accord. Et concernant vos actions à vous, bon, après le 13 mars, vous avez peut-être un planning ou je sais, ça Il y m'intéresserait de a- savoir. Oui, oui.
Alors, il y a 2 choses. Déjà, sur la question des militaires, faut savoir que Sylvain, qui est avec nous ce soir, a consacré un chapitre entier, très intéressant d'ailleurs, sur, justement le rôle finalement des forces armées, de l'état-major et tout ça. Bon, voilà, on va peut-être pas rentrer dans les détails, à moins que Sylvain veuille en dire un mot personnellement. Et en ce qui concerne les actions de solidarité et progrès, en effet, il y aura une réunion le 13 mars également, voilà, de concertation avec les différents groupes qui ont participé à notre première mobilisation nationale. Et donc, en vue justement de coordonner une prochaine action, à définir une date tous ensemble pour faire une nouvelle action justement au niveau national. Voilà, ça c'est les actions qui sont en cours. Mais enfin, en même temps, solidarité et progrès, je le rappelle. Moi, j'ai Rémi qui est présent, était aujourd'hui sur le terrain. On a distribué des tracts à la Défense. Tous les jours, ou presque, on est sur le terrain pour distribuer des tracts, pour faire des vidéos. Donc, il n'y a pas besoin d'attendre le 13 mars, il n'y a pas besoin d'attendre le 27 mars, il n'y a pas besoin d'attendre la Saint-Glinglin. Pour ceux qui sont en région parisienne, pour se mobiliser avec nous, il suffit de se coordonner. Je ne sais pas si Sylvain, tu veux dire quelque chose, toi, sur l'armée, peut-être, puisque tu en parles dans ton livre un petit peu. Déjà répondre à la question plus précisément sur ce qu'est le MCP, c'est donc le Ouais, mouvement constituant populaire qui est un peu porté par le poids moral d'Étienne Chouard, qui donc soutient l'initiative. Donc ce mouvement constituant populaire a une seule cause à défendre, qui est assez simple, qui est de dire il faut s'assurer qu'une disposition constitutionnelle prévoit que seul le peuple puisse procéder à des modifications de sa propre constitution par référendum d'initiative constituante. Donc, c'est-à-dire le retirer totalement au pouvoir, enfin voilà, au gouvernement ou au Parlement. Seul le peuple pourrait faire des modifications constitutionnelles et aussi de sa propre initiative. Donc ça, c'est la cause que défend le MCP. Et le MCP, c'est donc un excellent maillage. Et il y a d'autres collectifs aussi avec lesquels on travaille. Et le but, en fait, c'est de développer des synergies militantes sur des sujets communs, en se disant, après tout, si tout le monde veut la démocratie, ça c'est donc ce qu'exige un petit peu le MCP pour accepter l'attelage avec d'autres collectifs, c'est que ces autres collectifs disent, oui, nous, ça nous va s'il y a cette disposition constitutionnelle qui devait apparaître plus tard dans la Constitution, ça nous va. Nous voulons aussi la démocratie, nous sommes comme tout le monde. Bon, en général, ça ne suscite pas tellement de polémiques dans nos réseaux politiques. La démocratie est généralement quelque chose qui est souhaité. Donc une fois cela dit, il y a donc cette volonté de développer des synergies militantes autour d'un certain nombre d'opérations qui concernent le fait d'aller solliciter les maires. C'est la première opération qui s'inscrit en fait dans le temps parce que le but du jeu, c'est d'organiser des référendums, notamment révocatoires, mais aussi d'autres questions d'intérêt national ou local dans les communes concernées, ce qui signifie un travail long et compliqué auprès des mairies, qui va être d'ailleurs fait par bon nombre de vos troupes, hein, puisque vous allez devoir aussi faire exactement le même travail pour obtenir des signatures. Donc ça, c'est un travail de fond et de fourmi qui est déjà engagé. Et à côté de ça, quand on trouve des mairies amies, c'est non seulement sympa pour organiser des référendums, mais par exemple pour organiser des tribunaux populaires, c'est aussi parfait. Pour organiser des débats publics, des votations et faire des tas d'autres choses, c'est vraiment très utile. Donc l'agenda, oui, il y a bien une histoire de remettre une adresse aux armées avec un grand nombre de collectifs et pas seulement le MCP. Cela autour d'un référent commun pour les questions de défense qui serait Régis Chamagne, qui lui-même est le contre-ministre de la Défense au gouv.fr, pour ceux qui connaissent l'initiative. Sinon, je vous invite à chercher legouv.fr, le gouv en un seul mot. C'est porté par Fabrice Grimal, qui a aussi publié un excellent ouvrage sur la question révolutionnaire, qui est très bien documenté. Et c'est un gilet jaune de la première heure, quelqu'un de bien câblé. Il y a un déficit de légitimité au contre-gouvernement qu'il propose, mais par contre, l'idée est bonne. Nous avons besoin d'une sorte de Conseil national de transition, de gouvernement provisoire de la France libre, ou de ce que vous voudrez, mais qui ressemblerait à peu près à un gouvernement. La légitimité de chacun de ces ministres est essentielle.
Ça n'est pas le cas pour cette initiative. Simplement, pour au moins un ministre, on peut essayer de lui donner une légitimité et se même mettre d'accord réellement dessus, hein, moralement, en conscience, parce qu'il sera notre interlocuteur auprès de l'institution militaire. Donc, quand nous allons remettre le document devant chaque base et régiment militaire, il y aura une proposition à ce que ces derniers puissent, chaque officier militaire qui le souhaitera, pourra contacter Régis Chamagne, qui lui-même nous débriefera de ce qu'il pourra nous débriefer sur ces relations-là. Donc voilà, ça c'est déjà un premier point, c'est déjà l'avantage, c'est d'obtenir un interlocuteur commun sur des questions politiques particulières et commencer à imaginer un gouvernement. Donc derrière tout ça, il y a aussi la synergie des réseaux militants, c'est déjà énorme ça aussi, que de réussir à obtenir de gens qui se battent pour des causes très différentes, que de travailler ensemble sur des opérations communes. Enfin, évidemment, il faut sensibiliser les armées. Toute la difficulté de cette opération commence en fait dès le départ, c'est au niveau des écritures, puisqu'avant même d'avoir à soumettre le courrier en question aux différents collectifs partenaires, il faut déjà qu'on s'entende sur le document lui-même. Et je ne trahirai pas de secret de boutique en disant que il y a eu beaucoup de difficultés à justement accoucher d'un texte qui fasse consensus, on va dire. C'est en cours de finalisation. Ce ne sera donc peut-être pas le 13 mars que l'action se déroulera parce qu'on aura peut-être besoin d'un petit peu de latitude pour organiser les questions strictement opérationnelles. Et à chaque fois, on perd du temps sur le texte pour finalement ne pas pouvoir gagner du temps sur l'opérationnel. C'est un petit peu ce qui m'exaspère à titre personnel, mais il faut y C'est passer. toujours. Voilà, mais bon, voilà, c'est une opération qui va bien se dérouler et elle s'inscrit donc dans un agenda militant général où on anticipe des référendums d'organiser et des tribunaux populaires, plus les manifestations devant les médias, moi, que je continue d'organiser, et tous les événements que l'on pourra imaginer tous ensemble, parce qu'en fait, il ne faut pas se fermer à l'idée qu'on vienne de telle ou telle boutique, collectif, parti, on s'en fout. Je veux dire, si on a des idées à peu près communs, des bonnes idées militantes qui font réellement chier le pouvoir, il faut que ça puisse nous rassembler tous. Des actions, des manifestations qui sont là aussi pour emmerder le pouvoir, ça doit nous rassembler tous. Ok, c'est un bon point de départ. Alors, est-ce qu'il y a d'autres gens qui veulent prendre la parole parmi les gens qui suivent la conférence, enfin la discussion? Il suffit de mettre OK dans le chat et on va vous ouvrir le micro. Ou alors Ils il y a sont que des peut-être timides. timides. Ouais, j'ai l'impression qu'il y a que des timides, hein. Ou alors on n'a que des RG. Ils écoutent tranquillement. Non, bah, à la Alors limite, moi, j'aurais une question sinon. que ceux qui sont des RG lèvent la main. Non, vas-y Rémi, alors vas-y. Non, simplement, moi, ce que je me demandais, c'est que dans les démarches que tu as et que vous avez, de mettre le pouvoir en place face à ces contradictions et de le faire trembler, etc. Comment, par la suite, avec le paysage politique que l'on a, avec ces divisions qui font que depuis des années, en fait, on a le pire à chaque fois et l'oligarchie qui règne, comment ça pourrait être différent par la suite? Juste en faisant trembler le pouvoir établi, que d'éviter d'être encore divisé derrière politiquement. Bah déjà, en fait, il y a la vraie problématique en politique, moi, c'est ce que j'ai appris en 10 années d'immersion, c'est que nos problèmes ne sont pas idéologiques. Ce ne sont pas nos contradictions idéologiques qui sont le problème, vraiment pas. C'est d'abord un problème humain. Parce que des gens qui ne sont pas d'accord entre eux, mais qui se réjouissent à l'idée de pouvoir se confronter leurs idées, on va dire, pour les mettre à l'épreuve, il y en a beaucoup. Mais il y a toujours aussi une minorité de sectaires dans chaque clan qui ont des profils psy qui sont clairement pathologiques, hein, psychiatriques, et qui peuvent pourrir tout un tas d'organisations et de capacités pour des gens fortement politisés de s'entendre ou au moins d'accepter de se dire ça serait bien qu'on s'engueule publiquement sur un certain nombre de questions politiques, ça sera toujours ça de gagner pour se comprendre. C'est quand même le propre de la vie politique que déjà accepter de débattre avec l'adversaire. Nos adversaires, quels qu'ils soient, refusent le débat.
Donc c'est déjà un énorme problème. Donc comme quand on a compris que c'est un problème humain, déjà pour avoir le monde avec soi, eh ben on se tape le travail humain, c'est-à-dire accepter de se torcher les délirants, les conspis, les sectaires d'ultra-gauche ou d'ultra-droite, les demi-tarés que nous avons dans notre vaste cours des miracles qu'est la dissidence française. C'est comme ça, c'est triste, mais ou c'est marrant aussi quelque part, c'est aussi ce qui fait le charme de nos réseaux. En fait, nous avons une très grande majorité, les 9 dixièmes de nos réseaux, des gens qui sont inscrits dans ces combats politiques sont des gens tout à fait normaux, pondérés, voilà, intelligents et pas malveillants, qui acceptent d'aller vers la contradiction. Et nous avons un dixième de gens qui sont un peu plus délirants. Donc voilà, ça c'est déjà le premier point, s'y attaquer, dire ok, on se le prend, on se le bouffe, et on essaye de transcender ces difficultés-là. Le deuxième, c'est l'unité sur le fait que nous n'avons rien à dire à un gouvernement contre lequel nous sommes tous opposés. De l'ultra-gauche jusqu'à l'ultra-droite, et en passant donc par tous les intermédiaires qui, Dieu merci, représentent quand même une majorité de consensus, personne ne s'attend à ce que l'oligarchie et le gouvernement en particulier fassent quoi que ce soit qui aille dans le sens de nos revendications d'une part, ou de l'intérêt général de façon plus globale. Donc, quand on est vraiment clair là-dessus, on dit, écoutez, on promet de continuer de s'engueuler pour l'après, mais en attendant, on vire les fripouilles, on continuera de s'engueuler, et comme il nous faudra bien une transition politique d'une façon ou d'une autre, si c'est une révolution, donc clairement, les élections, les élections, ce n'est plus notre problème. Donc, dans le cadre juridique que je propose, c'est simplement nous référer à l'article 7 de la Constitution qui dispose qu'en cas de vacance de la présidence de la République, c'est le président du Sénat qui assure la continuité de l'État, qui fait l'intérim présidentiel très clairement. Et il a donc quelques dizaines de jours pour organiser des élections présidentielles anticipées et pour le coup législatives. Donc de ce côté-là, le garde-fou démocratique de la continuité de l'État est assuré, y compris pour les militaires qui chercheront un cadre satisfaisant, on va dire. Mais la Constitution ne dit rien dans ce cadre-là du gouvernement. Qu'est-ce qui peut se passer? Il se trouve que si on a fait une révolution, si d'une façon ou d'une autre la présidence de la République est vacante, Macron n'y est plus, c'est sans doute que le rapport de force politique est gagnant pour les révolutionnaires. Ils ont donc de quoi imposer un gouvernement. Et là où on en revient à la question de fond de dépasser aussi nos difficultés idéologiques, parce qu'elles existent quand même, c'est justement de jouer la carte de la création d'un gouvernement. Non seulement parce que c'est un corps complet, c'est pas une personne qui va réussir à nous fédérer, parce que ça va être très difficile de faire consensus avec une seule personne. C'est plutôt un ensemble de personnes où l'ultra-gauche, par exemple, sera très content de trouver quelqu'un, l'ultra-droite sera peut-être contente de trouver quelqu'un, et de façon générale, nous aurons des gens que nous apprécions écouter, des experts, des visionnaires, voilà, ça peut venir de partout, ça peut venir de quelques partis politiques, mais en fait, si on arrive à avoir un petit peu toutes les sensibilités, et puis les intérêts d'État qui sont parfaitement représentés par un gouvernement provisoire, nous sommes capables d'assurer une transition en 3 à 6 mois, on va dire, et laisser et rendre de toute façon au peuple la main de décider dans quel clivage il veut se réorienter cette fois-ci, et puis à nouveau on s'engueulera, quoi, tout simplement. Juste pour rebondir sur ce que tu disais, c'était intéressant dans la manif du 27 qu'on vient de faire, c'est que justement, on se retrouvait avec des gens qui étaient d'horizons mais complètement différents et qui, du fait qu'il y ait une action politique sur le terrain, dans l'action, en fait, étaient obligés de se rencontrer, de discuter ensemble, de se connaître et justement de découvrir qu'on avait beaucoup finalement de convergence sur l'essentiel, par-delà chacun son étiquette, chacun dans son coin. Donc je pense que l'action, de ce point de vue-là, est un bon moyen de faire que les gens se connaissent et sortent de leurs a priori. Alors, on va donner la parole à Clément ou à Johanna. Normalement, je vous avais donné la parole. Voilà. Oui, c'est bon. Allez-y. Oui, bonsoir.
En fait, moi, je voulais poser une question un peu naïve, exprès de faire ça. Heu, Pourquoi la révolte ne passerait pas par les urnes étant donné, voilà, qu'on a la prochaine présidentielle en 2022? C'est une excellente question et les questions les plus bêtes sont les meilleures. En fait, on peut voir les choses de deux façons. Ou la révolution en fait s'institue par le fait, ou elle permet une élection gagnante. Mais de toute façon, il n'y aura pas d'élection gagnante sans une révolution politique, culturelle en France, parce que tout le monde a bien compris de toute façon que déjà ce qui permet de penser en France, la politique, ce sont les médias. Si la majorité de nos concitoyens sont soumis à une propagande délirante euh, pour les mêmes choses. Actuellement, c'est le Covid, mais habituellement, c'est l'Union européenne, les guerres bisounours qu'il faut aller mener voilà, contre le terrorisme, mais ailleurs. Bon, vous voyez bien quel est le niveau de propagande, vous voyez bien quel est le niveau de censure, vous voyez bien quel est le niveau de cancel culture sur les malpensants. Si ça, on ne s'en préoccupe pas avant les prochaines élections, il n'y aura absolument rien de neuf à l'horizon, il n'y a même pas besoin de se déplacer aux urnes. Nous savons par avance quel sera le résultat. Le résultat sera le candidat qui sera promu très clairement par tous les médias, les grands médias publics et privés de ce pays. On sait par avance qui sera élu. Donc on perd un temps. On perd un temps fou. Alors, autre solution, on veut vraiment avoir des élections libres et non faussées. Et dans ce cas-là, vous ignorez tout ce que je peux vous avoir dit sur les procès populaires, etc. On se concentre sur une seule tactique, la reprise de contrôle des médias. Mais l'un dans l'autre, c'est un rapport de force. Now recording. Ah, ça, c'est bon. C'est juste le bot qui devait être relancé. Excuse-nous. Je t'en prie. De toute façon, j'ai pas autre chose à dire. La difficulté, c'est que les élections, moi, je veux bien y croire. Mais si déjà, on peut pas évoquer, regardez, vous prenez pour Jacques Cheminade. Ou simplement même n'importe quel parti, je veux dire, de nos réseaux, que ce soit Solidarité Progrès, l'UPR, le PARDEM, le PRCF, euh, je ne sais pas, vous en aurez en tête. Le simple fait que ces partis-là ne puissent pas se faire entendre médiatiquement, se faire connaître et puis avoir une certaine aura publique, on est considéré comme sérieux lorsqu'on est médiatisé. Quand on va chercher, nous, des maires, les simples militants, on va avoir des maires, on dit voilà, on vous parle de tel parti qui veut exister jusque sur les présidentielles, qui veut apporter sa contribution au débat public. Et voilà, est-ce que vous accepteriez de nous parrainer? Je connais pas votre gars là, je sais même pas qu'il existe. Pour moi, c'est pas sérieux cette affaire. Non, non. Et donc, on galère. Est-ce que c'est normal que des gens comme vous, la Solidarité Progrès, soyez obligés de galérer pour obtenir des parrainages parce que Solidarité et Progrès n'existe pas médiatiquement? Est-ce que ça vous paraît normal dans un pays qui se dit démocratique et nous qui payons des impôts pour financer un service public de l'information? Est-ce qu'il vous paraît normal de se taire, de laisser faire, de considérer que tout est normal, qu'il faut rester gentil avec des journalistes qui pratiquent une censure éhontée? Comment se fait-il que le rapport de force ne soit pas engagé par les militants qui devraient être en colère de voir que leurs opinions soient censurées? Tout à fait d'accord, donc on sera là demain, hein. J'espère bien, oui, parce que moi je le fais clairement pas pour je veux dire, moi personnellement, j'ai peu de choses à dire. Si j'étais à un moment interrogé 5 minutes dans un média en direct, la seule chose que je dirais, ce sont les réquisitions contre Macron pour dire que ce mec doit être immédiatement mis au fer. Mais je m'arrêterai là, j'ai pas d'autre chose à dire. Par contre, il y a beaucoup de gens qui ont des choses à dire en France, notamment à Solidarité et Progrès, qui a quand même des idées très pertinentes à faire avancer. Et tu sais très bien, Sébastien, que sur l'essentiel, je suis complètement d'accord avec vous. Donc, je veux dire, c'est même pas la peine de prêcher un convaincu. Mais voilà, mes opinions qui sont entre autres représentées par la ligne idéologique et politique de Solidarité et Progrès, et par d'autres partis aussi, d'autres collectifs, d'autres formations, ces opinions-là sont censurées dans l'espace public et médiatique. Ça n'est pas normal. Et il faut absolument se dire que soit soit on engage un rapport de force, parce qu'on est conscient que ça ne se jouera que comme ça, soit on continue de se soumettre à ce climat de censure et de propagande en disant on fait rien, on les laisse faire.
Les médias ne sont pas des abstractions, ce sont bien des entités physiques avec des bâtiments et des vraies personnes qui travaillent dedans. À un moment, si on ne veut pas leur faire peur, il est évident qu'on va, enfin, je veux dire, rien ne va changer, absolument rien ne va changer. Et les élections prochaines, je peux vous dire tout de suite qui va gagner dès lors qu'on aura les candidats annoncés. Ça sera très facile. You're right. You're right. Alors, Rémi, oui, vas-y. Ou Clément, ou Johanna, peut-être qui veut renchérir. Oui, vous m'entendez là? Ouais. Oui, c'est Clément. Oui, je pensais justement par rapport aux difficultés d'avoir les parrainages. Par contre, enfin, c'est un dur labeur, quoi. Mais justement, qu'il y avait un truc d'intéressant, c'est que comme les maires sont des maires, enfin, c'est les maires ruraux, quoi. La plupart des maires sont des maires ruraux, d'ailleurs, et qui ont présenté du coup des candidats indépendants. Et donc, c'est auprès d'eux qu'on a eu les signatures. Et que justement, il y avait à chaque fois, en 2017, en 2012 et en 2017, oui, il y avait des soi-disant grandes personnalités, des anciens ministres qui essayaient d'être candidats et qui n'avaient pas réussi à l'être, qui s'étonnaient que Jacques Cheminade ait réussi à l'avoir ou d'autres. Justement parce que les maires, c'est des citoyens, les maires des petites communes, c'est des citoyens engagés qui se battent au quotidien, quoi, qui en ont ras-le-bol de ces gens-là et qui, par contre, sont intéressés par les gens comme nous, quoi. Et c'est aussi une force de résistance, ces maires-là, quoi. Ça, c'est vrai. Ouais. Alors, on va donner la parole à Vlad. Alors, attendez, je vais vous donner le micro. Alors, si Vlad nous entend, il peut prendre la parole maintenant. Vlad? Oui, Oui, on t'écoute. bah voilà, ma question, est-ce qu'il a été abordé le sujet du projet révolutionnaire d'un certain Rémi Daillé-Widmann et qu'est-ce qu'en pense Sylvain? Tout à fait, Voilà. ouais. Alors oui, alors je travaille du coup avec le réseau qui est d'excellente qualité. Alors tous ceux qui connaissent Rémi Daillet, qui ont vu l'une de ses vidéos, se sont logiquement fait une opinion, je vais pas dire tranchée, mais en tout cas, il ne peut pas laisser indifférent parce que c'est un personnage par lui-même. Bon, comment dire? Je pense que il faut, quand on a un préjugé sur ce monsieur, parce que c'est vrai qu'il a un ton assez paternaliste qui peut être agaçant, déjà même pour moi, ou des prises de position politiques qui peuvent être tout à fait discutables, très clairement. Donc, il s'est avancé un petit peu trop sur certaines choses. Bon, voilà, personne n'est parfait dans ses propres tentatives et voilà, on peut pas attendre de ça de quelqu'un. Mais néanmoins, j'ai pu discuter avec le gars et je trouve que c'est un gars plutôt humble, enfin qui reconnaît aussi ses propres limites et comprend qu'il ne peut pas faire les choses à lui tout seul, que ce n'est pas un sauveur et qu'il va bien falloir compter aussi avec d'autres forces existantes, d'autant que lui c'est un petit nouveau qui n'est même pas en France pour le moment, même si j'ai cru comprendre qu'il reviendrait à un moment. Enfin voilà. Mais par contre, il y a un réseau derrière, du coup, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont été très sensibles à sa tonalité de discours et à ce qu'il proposait, très clairement. Il y a quand même des bonnes choses aussi dans ce qu'il dit, et qui sont venus le rejoindre et qui ont constitué aussi un maillage. Et ces gens, j'ai pu discuter avec une partie d'entre eux, des gens que je connaissais déjà d'ailleurs pour partie, et d'autres que j'ai découverts qui viennent de milieux très intéressants et qui sont très pertinents. Je préfère ne pas en dire trop parce que justement, c'est un réseau qui cherche quand même à conserver une certaine discrétion, mais Secret c'est un réseau de défense. qualité sur lequel on peut compter. Secret défense. Voilà. C'est surtout, Voilà. il va falloir se dire que on va avoir beaucoup de gens, en fait, qui, comme Rémi Daillet et moi-même, hein, d'ailleurs, je suis quelqu'un qui suscite des polémiques. J'ai une légende noire. Si vous tapez mon nom sur Internet, vous allez vite vous rendre compte que je suis le dernier des fachos, paraît-il. Mais bon, voilà. Il y a des personnalités qui, malgré elles ou non, suscitent un certain nombre de polémiques. Et y compris pour nous-mêmes, on peut avoir des difficultés d'affinité pour certaines personnes.
Ce qui Mm. doit compter, en fait, c'est pas les personnes, comment dire, les personnages publics les plus connus, c'est plutôt le réseau qu'il peut y avoir derrière. Parce que ça, c'est des gens avec qui on peut travailler au quotidien, qui n'ont pas d'intérêt personnel particulier, qui ne sont pas des personnes publiques, mais qui peuvent clairement aider sur le terrain à compléter enfin voilà, compléter des effectifs pour des opérations militantes. Mm. Tout à fait. Alors, J'ai- est-ce qu'il y a des gens qui veulent profiter que Sylvain soit avec nous, expert en révolte, hein, donc pour poser d'autres questions, par exemple. Il y a Vlad qui est en train d'écrire. Vlad, Sinon, tu peux reprendre la parole hein, si tu veux renchérir, enfin si tu veux rebondir. Tu as toujours la parole, Vlad. en fait, On il se met en soulignait le fait, besoin de discrétion en plus. Donc, Ah oui, le besoin de discrétion. Là, c'est à nouveau Johanna, je sais pas. Oui, on t'entend. En fait, je me posais la question par rapport à, et à Soros. On t'entend on pas entend bien. ça par intermittence, là. Ouais, Tu peux est-ce te que ça va mieux là? Oui, parfait. Vas-y. D'accord, super. Non, en fait, je me posais la question par rapport à l'existence de tous ces réseaux financés en particulier par les États-Unis, les réseaux de Soros, de enfin, on sait qu'ils ont joué un rôle important dans les révolutions de couleur en Ukraine. Comment, en fait, quelque part, se prémunir aussi de cette influence-là qui n'est pas du tout l'intérêt de la population? Moi, je dirais qu'on est un peu immunisé en fait, parce que d'abord, nos réseaux militants qui sont antimondialistes sont quand même largement densifiés, enfin, nous sommes comment dire, à la fin d'une ère, pas seulement en France, mais dans l'Occident en général, d'une culture mondialiste qui a fait son temps, une culture du libre-échange, une culture enfin voilà, de ce système économique et géopolitique absolument mortifère qui veut abolir les nations. Et ça ne concerne en fait que les États occidentaux, hein. C'est pas le reste du monde, c'est surtout les États occidentaux. Oui, d'ailleurs, tu dis de toute façon, la liberté, ça se donne pas, hein, ça se prend dans ton livre. Hein. Tu as toute une réflexion sur ça aussi. Et après, c'est vrai, aujourd'hui, à l'heure où on parle, il y a des révoltes au Sénégal. Là, le Dakar est à feu et à sang à l'heure où on parle. Les gens se révoltent contre l'oligarchie française, en l'occurrence, Macky Sall. Au Mali, où j'étais dernièrement, c'est pareil. Il y a un dictateur qui est tombé. On l'a vu au Burkina Faso. On l'a vu partout, ces réseaux de l'Open Society Institute, tous ces gens qui ont financé Canvas, Stratfor que tu cites, enfin j'ai plus tous les noms, mais enfin tous ces réseaux-là maintenant Le sont quand ballet même citoyen en connus. Afrique, je savais pas, mais c'est Soros qui était derrière. Derrière, Le ballet citoyen, tu as dû en entendre parler en oui, Côte oui, d'Ivoire. oui, ouais. Enfin disons, il y avait plusieurs factions. Hein. Ça a été récupéré par ceux qui ont voulu faire de la politique après. Mais à la base, c'est quand même un mouvement citoyen. Il y avait quand même quelque chose de sérieux au départ, et c'est vrai que ça a un peu été dévoyé. D'ailleurs, le ballet citoyen, c'était au Burkina Faso. Il y avait aussi, comment ça s'appelait au Sénégal, je sais plus le nom, mais c'est pareil. Il y en a qui se sont vendus à Soros après pour, disons, avoir de l'argent et s'organiser de manière plus politique. Donc c'est vrai que c'est très très vite récupéré. Il y a un Mais excellent bouquin là-dessus où les investissements de Soros en Afrique, enfin, j'ai plus le mm, titre du bouquin, mais on voit très bien, on les connaît un peu en Europe, ils ont été suités, là, tu les as cités un peu, mais il y a aussi ça, il fricote beaucoup avec l'Afrique, il y a beaucoup de choses qu'il fait, et ouais. il y a un bouquin qui est sorti là-dessus, c'est très très instructif. Mais en France, je pense pas je sais très bien où il va, on les connaît, là où ce qu'il finance en France, c'est déjà connu. Mais ils n'ont pas, ces réseaux-là n'ont pas beaucoup d'influence et n'en auront jamais beaucoup. Mm, mm. Là, dans le Hirak aussi, en Algérie, hein, il y avait tous les Soros et compagnie. Hein. Tout à fait. Mais Ouais. pour répondre à la question, je pense pas que
Oui, il y a des manœuvres de ce genre-là. Il y a aussi ce qu'on appelle les fameux idiots utiles de l'oligarchie, qui n'a pas besoin forcément d'être financé pour se comporter en idiot utile. Ça, c'est clair. Voilà, faut être clair. En Angleterre, par exemple, Extinction Rebellion, qui est un faux-né du mondialisme d'une certaine façon, ils ont besoin de payer les militants. En France, non, les militants le font gratuitement parce qu'ils sont convaincus. C'est clair. Donc, voilà, il n'y a pas toujours des nécessités d'argent pour influencer. Ouais. Voilà, on sait à peu près ce qu'il y a en France. Ils ont des réseaux et en fait, on a quand même un système immunitaire par rapport à ça. C'est que justement, si on n'a pas besoin de financer en France, c'est que même les militants de ces organisations qui, quelque part, sont des faux-nés du mondialisme, ne sont pas mondialistes eux-mêmes jusqu'au bout. Quand on commence à les questionner, il y a des limites conceptuelles sur lesquelles ils arriveraient assez vite. Et les gens qui veulent influencer le savent très bien. Par contre, on a des difficultés à parler avec eux qui sont en train d'ailleurs, je pense, de se petit à petit s'effriter. Non, puis il y a une réflexion très intéressante que tu mènes dans ton livre sur les réseaux sociaux. C'est-à-dire que, et là, je vais pas prêcher ma chapelle, mais moi, je me rappelle pas. Moi, je parle de Soros depuis 2003, aux gens dans la rue. Donc, il y a aussi, bon, il y a évidemment le travail de militantisme qui a fait que ces choses-là ont été plus connues. Et puis, il y a aussi le travail des réseaux sociaux. Tu dis toi-même dans ton livre que les réseaux sociaux, bon, qui est quand même un outil de l'oligarchie à la base, ou du moins une tentative de contrôle des données et tout ça, aujourd'hui ont été extrêmement utilisés et que c'est un moyen aujourd'hui qui est très très fort pour pouvoir communiquer, diffuser des idées, je dirais s'entre-éduquer, en fait, s'éduquer les uns les autres. Et aujourd'hui, moi, je suis surpris justement, je reviens sur la manifestation qu'on a fait la semaine dernière, mais le nombre de gens qui connaissent Klaus Schwab, qui connaissent le Great Reset, qui connaissent la loi de 73, la fameuse loi sur l'interdiction de la France d'émettre du crédit public. Aujourd'hui, mais il y a 10 ans, mais personne ne connaissait tout ça. Personne. La différence, elle est quand même assez flagrante. Et merci au travail militant de Solidarité et Progrès, et merci aux réseaux sociaux sur ça. Les réseaux sociaux donc ont des avantages intéressants. Ils nous permettent de nous organiser, de discuter, de nous informer mutuellement et même de faire de la démocratie directe, puisqu'on peut même voter des propositions à l'issue de débats publics. Donc fondamentalement, sans même avoir la démocratie existante par nos institutions, par la Constitution, on pourrait faire de la démocratie à 45 millions de citoyens en âge de voter sur les réseaux sociaux en utilisant leurs outils pour pouvoir débattre et voter. Mais d'un autre côté, les réseaux sociaux sont tétanisants. C'est-à-dire que il y a beaucoup de gens qui ont le sentiment que parce qu'ils peuvent donner leur avis politique et dénoncer ce qu'ils ont à dénoncer sur les réseaux sociaux, ils peuvent s'affranchir d'aller faire du boulot de résistance un peu plus authentique en étant sur l'espace public, dans la vie réelle. Et ainsi, quand on va par exemple partager une information sur une manif qui est organisée, si 1000 personnes la voient, sur ces 1000 personnes, une seule personne sera présente à la manifestation. Comment on peut considérer que cela soit normal quand on est réellement lucide et que les réseaux sociaux nous ont permis justement de nous éveiller politiquement et de constater les problèmes. Logiquement, quand on a un système immunitaire bien concret sur les questions politiques, une vigilance civique réelle, on s'insurge. Et c'est pas sur les réseaux sociaux que ça se passe de ce côté-là. C'est bien sur l'espace public, c'est bien dans l'action. Et c'est là où je nuance. Les réseaux sociaux sont hypnotiques, ce sont des écrans, ça hypnotise et ça donne un sentiment de confort à des gens qui se disent je n'ai plus besoin de bouger, je peux donner mon avis sur Internet. D'ailleurs, moi, je sais pas si tu vois le chat, mais il y a un Benjamin qui nous dit que les réseaux sociaux permettent certes de faire tourner les idées, mais en diminuant notre capacité à les comprendre à cause du flot d'informations à traiter, ce qui n'est pas faux. Tout à fait. Voilà. Les livres restent de toute façon la meilleure façon de s'informer. Faut être Voilà. clair, quand on veut comprendre un sujet, autant lire un bouquin. D'ailleurs. Et je reconseille donc le tien, Révolte, essai sur la légitimité et la planification de l'insurrection populaire en France. Alors, je sais pas combien de temps. Je conseille le tien à tes camarades, j'espère qu'ils l'ont acheté le tien, parce que Ouais. mine de rien. C'est pas le sujet. Donc, je sais pas s'il y a d'autres gens qui veulent intervenir, parce que là, c'est le moment. Sinon, on va peut-être libérer Sylvain
parce que je sais que c'est un militant de terrain qui parcourt la France en long, en large, il revient de Bretagne et il repart ailleurs. Donc, est-ce qu'il y a d'autres personnes qui veulent intervenir? En tout cas, poser une question à Sylvain. Sinon, on lui laissera un mot de conclusion, tout simplement. On le laissera faire un appel. Voilà. Donc, il n'y a pas Ouais, je crois que c'est de main, bien. il y a pas de main levée. Donc, Sylvain, bah, vas-y, si tu veux, bon, voilà, Bah, conclure en un mot, en une phrase, un paragraphe, en une citation, ce que tu veux. bon, bah déjà, je dirais qu'à ceux qui sont à moins de 300 bornes de Paris qui peuvent se libérer demain, montez sur Ouais, Paris, venir manifester avec nous. C'est toujours bon d'emmerder les médias. Et prenez ça en note aussi au niveau local, régional. Si vous avez des difficultés à communiquer, allez au rapport de force, organisez des manifs devant France 3 ou Radio France en local. Ça, c'est toujours utile. Euh, Battez-vous, croyez en ce que vous faites parce que c'est nécessaire, que ce soit organisé sous l'angle d'un parti ou dans d'autres façons de faire, peu importe, il faut se battre. Acceptez aussi l'idée qu'il va falloir vraiment travailler en synergie avec tous les collectifs et partis possibles qui sont à peu près dans les mêmes logiques de lutte. Et je pense que si chacun se dit que le fait de constituer des gouvernements provisoires, de trouver des émissaires qui peuvent sur l'espace public. Donc, je sais pas. Si je vous cite par exemple Alexandre Langlois, bon, Sébastien Périmoni comprendra pourquoi je cite cette personne. On en a discuté un peu tout à l'heure avec Jacques Cheminade aussi. Des gens comme Alexandre Langlois ou Franck Lepage ou Jacques Sapir sont des personnes qui sont très indépendantes des partis politiques, mais qui nous inspirent beaucoup dans les milieux militants éduqués, peu importe d'où ils viennent. Euh, et de la même façon que dans les partis politiques, on a aussi des gens qui sont très bons pour certaines compétences ministérielles. Si on a cette petite idée qui germe en tête pour se dire comment on va se démerder pour réussir à faire l'attelage entre tous ces partis collectifs et réservoirs militants avec lesquels on a besoin de bosser politiquement et avancer, parce que nous sommes trop divisés en de multiples chapelles et c'est compliqué, dites-vous que ça ne casse pas l'indépendance des organisations et de leur socle idéologique. Ça permet juste de dire, ça crée des liens qui sont utiles pour pouvoir faire force, parce qu'on a besoin d'être clairement unifiés dans nos réseaux. Et je pense que nos réseaux sont très faciles à identifier. Nous sommes globalement patriotes, dans le sens où, à minima, nous voulons recouvrer les outils de la souveraineté nationale et de notre indépendance. Nous sommes quand même favorables à la démocratie parce qu'on en a un peu marre d'être dirigés par des PNQ sur lesquels nous n'avons aucun contrôle. Et nous sommes des grands régulateurs. Nous ne sommes pas des mondialistes. Nous avons une considération économique qui est plutôt planificatrice et régulatrice. Donc, tout ça, c'est plein de nuances, mais c'est aussi un petit peu le contrat commun sur lequel tout le monde arrivera à se mettre d'accord dans nos réseaux, peu importe les tendances. Il faut qu'on arrive à travailler ensemble, il faut qu'on fasse des pas ensemble, il faut qu'on se trouve des copains de tout un tas d'autres réseaux et qu'on se dise, on veut faire des opérations ensemble parce qu'il n'y a rien que dans l'opérationnel qu'on arrive à être soudés. Des gens qui Merci à tout le monde, à Karel. opération, c'est les meilleurs copains du monde. Voilà, j'en dirai pas plus, mais je vous remercie à tous d'avoir bien voulu prendre le temps d'écouter les quelques causeries. Et merci beaucoup à Sébastien et de façon générale à Solidarité Progrès pour le travail que vous faites. Et je suis toujours content d'ailleurs de pouvoir parler de vous parce que vous faites du très bon boulot et vous êtes aussi un parti qui est très solide sur le plan idéologique. Ok, ben on vient de mettre, Sylvain, la vidéo là, de l'appel pour demain dans le chat. Donc les gens comme ça ont les informations. 13h30, donc devant la maison de la radio. Hein. Midi 30 et 13h30, on part devant TF1, puis ensuite CNews, BFM et on termine à France Télévisions. Donc à 13h30, Ok, c'est le moment du départ du cortège. super. Donc voilà, le rendez-vous est pris. Merci à toi. Puis de toute façon, on se recroise sur le terrain. Il n'y a pas de souci. Merci d'avoir Ouais, pris un ça peu de temps marche. pour nous expliquer ton livre. Et puis, bah, de toute façon, on se revoit bientôt. Merci.